Aujourd'hui, lire nous paraît évident. On se pose même plus la question. Et pourtant, imaginez une seconde, ouvrir un livre et risquer quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons explorer les moments de l'histoire où le savoir faisait peur et comment certains lecteurs ont payé très cher le simple fait de lire. Et cette peur du savoir n'est pas une idée abstraite. Elle s'est traduite par des lois, des interdictions et parfois par des châtiments bien réels. Commençons par l'un des exemples les plus brutaux de l'histoire moderne. Dans une partie des États-Unis, apprendre à lire était un crime pour les esclaves. La lecture n'était pas vue comme un simple savoir. Elle était perçue comme une menace directe. Un esclave capable de lire pouvait comprendre les lois, falsifier des papiers, organiser des révoltes ou tenter de s'échapper. À partir du moment où l'on comprend, on ne peut plus obéir aveuglément. Après plusieurs soulèvements, dont celui de Nat Turner en 1831, les lois furent durcies. Enseigner la lecture à un esclave pouvait mener à des amendes, des coups de fouet, voire à la prison. Frédéric Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, raconte que son maître interdit brutalement à sa femme de lui apprendre l'alphabet. Il aurait déclaré « Un esclave qui sait lire devient impossible à contrôler. » Douglass continua pourtant à apprendre en secret. Et pour lui, la lecture devint l'arme principale de sa libération. Mais on en reparlera plus en détail en fin de vidéo. Interdire la lecture n'a pas servi uniquement à contrôler des corps. Parfois, ce sont les idées elles-mêmes qu'on cherche à enfermer. Dans le fait suivant, le livre interdit n'était pas un roman, mais un texte sacré. Pendant une grande partie du Moyen-Âge, lire la Bible était un privilège strictement réservé au clergé. Le texte sacré n'était pas seulement religieux. Il était aussi un instrument de pouvoir. Rédigé en latin, une langue que le peuple ne parlait pas, la Bible restait volontairement inaccessible à l'immense majorité de la population. Comprendre la parole divine sans intermédiaire était perçu comme dangereux. Une question en entraîne toujours une autre, car celui qui lit peut interpréter, et celui qui interprète peut contester. Traduire la Bible dans une langue courante était donc considéré comme un acte d'hérésie. Au XIVe siècle, en Angleterre, un théologien nommé John Wycliffe fit traduire la Bible en anglais. Son objectif était simple, permettre au peuple de lire les Écritures par lui-même. La réaction fut brutale. Ses disciples furent pourchassés, emprisonnés, parfois exécutés. Et plusieurs décennies après sa mort, l'Église ordonna que son corps soit exhumé, brûlé, puis jeté dans une rivière. Pour certains, il ne suffisait pas d'interdire la lecture. Il fallait aussi punir celles et ceux qui osaient lire ce qui était défendu. À certaines périodes de l'histoire, ouvrir le mauvais livre ne menait pas à la prison, mais au bûcher. Sous l'Inquisition, posséder certains livres ou savoir lire des textes interdits pouvait suffire à être accusé d'hérésie. La lecture devenait dangereuse dès qu'elle échappait au contrôle religieux. Car lire, c'est pas seulement recevoir un message, c'est l'interpréter. Et parfois, le contester. Les livres jugés déviants étaient brûlés publiquement, et leurs lecteurs étaient interrogés, souvent sous la torture. En l'an 1600, à Rome, le philosophe Giordano Bruno est condamné au bûcher. Ses idées, nourries par des lectures interdites, sont jugées incompatibles avec la doctrine officielle. Ses propres livres et ses écrits sont utilisés comme preuve contre lui. Lire, penser, interpréter autrement, 3 actes, une seule condamnation. À cette époque, ça suffisait pour être condamné à mort. Bon, à force d'entendre ces histoires, on pourrait croire que seuls certains livres étaient dangereux, que le problème, c'était le contenu. Mais parfois, le danger ne venait pas des mots, il venait de la personne qui les lisait. Pendant longtemps, dans de nombreuses sociétés, apprendre à lire n'était même pas considéré comme nécessaire pour une femme. Pire encore, c'était jugé dangereux. Une femme qui lisait était souvent perçue comme rebelle, immorale. La lecture donnait accès à des idées jugées subversives. L'indépendance, la critique de l'autorité, la remise en question des rôles imposés, des idées que l'on préférait réserver aux hommes. Au XVIIIe siècle, en Europe, certains médecins affirmaient sérieusement que lire trop souvent pouvait rendre les femmes stériles ou hystériques. Ces théories, aujourd'hui absurdes, étaient prises très au sérieux. Résultat, des pères interdisaient les livres à leurs filles, tout en encourageant leurs fils à étudier sans limite. Empêcher de lire n'était pas toujours une croyance ou une tradition. Dans certains cas, c'était un choix politique, une stratégie. Dans plusieurs colonies européennes, l'alphabétisation des populations locales ne fut jamais une priorité. Au contraire, elle fut volontairement freinée. Car lire n'était pas seulement apprendre des mots, lire, c'était comprendre des contrats, des lois, des traités et parfois des injustices. Permettre cette compréhension aurait remis en cause l'ordre colonial lui-même. Empêcher la lecture était donc un moyen simple de maintenir une domination totale.
Dans certaines colonies, des missionnaires enseignaient effectivement la lecture, mais seulement en apparence. Ils apprenaient à déchiffrer des textes religieux précis sans jamais apprendre à écrire. Lire, oui. Comprendre pleinement et répondre par soi-même, non. Quand la lecture devient dangereuse, le pouvoir ne se contente plus d'empêcher d'apprendre. Il cherche aussi à faire disparaître les mots eux-mêmes. En mai 1933, dans plusieurs villes allemandes, des milliers de livres furent brûlés publiquement. Ces autodafés n'étaient pas des débordements isolés. Ils étaient organisés, encouragés, mis en scène par le régime. Les œuvres juives, pacifistes, philosophiques ou simplement critiques furent déclarées dangereuses pour la nation. À partir de là, lire certains auteurs suffisait pour être surveillé, dénoncé, puis arrêté. De nombreux étudiants participèrent volontairement à ces autodafés, des lecteurs potentiels brûlant des livres qu'ils n'avaient jamais ouverts. Ils étaient convaincus que détruire ces livres protégeait l'Allemagne. Quelques années plus tard, beaucoup comprirent, trop tard. Lire librement était devenu impossible. Quand les livres disparaissent des places publiques, ils ne disparaissent pas forcément des esprits. Ils changent simplement de forme, ils se cachent, ils circulent autrement. Sous le régime de Staline, posséder ou lire certains ouvrages interdits pouvait suffire à être envoyé au goulag. La lecture n'avait plus rien de public, elle devenait clandestine. Les livres circulaient en secret, recopiés à la main, page après page, on appelait cela le samizdat. Lire, à cette époque, n'était plus un simple acte culturel. C'était un geste qu'on faisait en regardant autour de soi, une forme de résistance silencieuse. Pour éviter toute preuve écrite, certains livres étaient mémorisés mot pour mot, puis détruits. Ces lecteurs devenaient littéralement des bibliothèques vivantes. Le savoir survivait, sans papier. Quand les mots ne peuvent plus être écrits, ils cherchent d'autres chemins. Ils se glissent dans les formes, les symboles, les gestes du quotidien. Et parfois, pour continuer à lire, il faut d'abord changer d'alphabet. Quand lire était interdit, certains peuples n'ont pas renoncé au savoir. Ils ont simplement inventé d'autres façons de le transmettre. Des codes, des symboles, des chants, parfois même des motifs du quotidien. La lecture ne passait plus par des pages mais par des signes que seuls les initiés pouvaient comprendre. Sur certaines plantations, des esclaves utilisaient des quilts, des couvertures cousues pour cacher des messages codés. Chaque motif, chaque forme remplaçait des mots. Quand les livres étaient interdits, les tissus devenaient des textes. Et le savoir se cousait en silence. Parfois, ce ne sont pas les lecteurs que l'on cherche à contrôler. Ce sont les croyances elles-mêmes. Et dans le cas qu'on va voir maintenant, interdire un livre revient à imposer une foi. Au XVIe siècle, l'Islande connaît un bouleversement majeur. Le pays passe du catholicisme au protestantisme. Ce changement ne concerne pas seulement les églises. Il touche aussi les livres. Une série de décrets interdit alors certains ouvrages religieux catholiques. Les lire, ou simplement les posséder, n'est plus seulement considéré comme une hérésie. C'est perçu comme une menace pour la stabilité religieuse du pays. Des propriétaires surpris avec ces livres interdits risquaient la confiscation, des amendes et parfois même l'exil. Dans une société où l'alphabétisation restait rare, cela signifiait une chose simple. Pour certains Islandais, il devenait impossible d'accéder, ne serait-ce qu'à des textes religieux basiques. Changer de foi, c'était aussi changer de lecture. Jusqu'ici, nous avons parlé de sociétés qui craignaient les lecteurs. Mais il existe un moment de l'histoire où le pouvoir n'a même plus cherché à contrôler la lecture. Il a choisi de détruire le savoir lui-même. Et cette histoire ne commence pas au Moyen-Âge, mais plus de 2000 ans plus tôt. Vers l'an 213 avant notre ère, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, ordonne la destruction de nombreux ouvrages. Les textes philosophiques, historiques ou politiques qui ne soutiennent pas l'idéologie officielle sont interdits. Les chroniques rapportent que des lettrés confucéens furent exécutés ou enterrés vivants pour avoir transmis des savoirs interdits. L'objectif était clair, effacer les idées du passé pour imposer une pensée unique. Plus de 1000 ans plus tard, le Japon adopte une stratégie différente. Pendant plus de 2 siècles, le pays s'isole presque totalement du reste du monde. Cette période est connue sous le nom de Sakoku. Les livres étrangers sont strictement contrôlés. Les ouvrages occidentaux, qu'ils parlent de science, de médecine ou de religion, deviennent suspects. Lire ou traduire ces textes sans autorisation pouvait entraîner de lourdes sanctions. Malgré ces interdictions, certains savants japonais continuèrent à étudier des ouvrages occidentaux en secret. On appelait cela le rangaku, l'apprentissage hollandais. Ils risquaient leur carrière, leur liberté et parfois leur vie, simplement pour continuer à lire. Pour certaines personnes, apprendre à lire n'était pas une question de culture ou de curiosité, c'était une question de survie. Au XIXe siècle, aux États-Unis, un esclave nommé Frederick Douglass, oui, le même que dans notre premier fait, raconte ce que signifiait vraiment apprendre à lire en secret.
Chaque lettre apprise était un risque. Chaque mot compris pouvait entraîner des coups, l'emprisonnement ou pire. Douglas échangeait du pain contre des leçons improvisées avec des enfants blancs. Il apprenait dans la rue, dans les coins d'ombre, toujours en regardant derrière lui. Il s'échappa à l'âge de 20 ans. Des années plus tard, il écrira que la lecture lui avait ouvert les yeux sur sa condition, mais aussi sur une vérité terrible. Plus il lisait, plus il comprenait l'injustice de l'esclavage. Et plus cette compréhension rendait sa servitude insupportable. Lire ne l'a pas seulement libéré, cela l'a d'abord condamné à voir. Aujourd'hui, un livre ne fait plus peur. On a vu que pendant longtemps, le vrai danger n'était pas toujours ce qu'il racontait. C'était surtout ce qu'il permettait, comprendre, comparer, penser seul. Quand ces choses deviennent possibles, le pouvoir en place tremble toujours. Nelson Mandela raconte qu'en prison, lire et faire circuler des livres interdits donnait aux détenus un sentiment de liberté intérieure. Même enfermé, il restait libre de penser. Et vous, si lire devenait illégal demain, quel livre vous cacheriez pour le sauver? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt sur la chaîne de la Curiosphère.